Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à tous donc, sur ce webinaire proposé par Compliment Pro. Aujourd'hui, on l'organise avec le laboratoire Parinat dont les produits sont disponibles sur la plateforme. Et on est accompagné aujourd'hui de Claudia Vigier qui est naturopathe et responsable des formations et des webinaires justement chez Parinat. Bonjour Claudia. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole dans une seconde. Aujourd'hui, on va parler du TDAH chez l'enfant et les adolescents. Et on va voir un petit peu quelles sont les causes et quels accompagnements on va pouvoir proposer. Avant de vous laisser la parole, quelques mots sur le fonctionnement de Livestorm pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas l'outil. Sur la plateforme, vous allez pouvoir interagir avec nous si vous avez des questions, notamment concernant les fonctionnalités. Il y a la rubrique chat en bas à droite. Et nous avons Maxime donc de l'équipe Compliment qui est là pour répondre à vos petites questions. Donc n'hésitez pas pendant la durée du webinaire. Si c'est des questions concernant plus spécifiquement la présentation, est-ce que vous pourriez les poser dans la rubrique questions qui est juste à côté. Ce sera beaucoup plus pratique pour nous pour y revenir à la fin. On a 15 minutes à la fin qui vont être dédiées pour toutes vos questions. Donc posez-les bien dans la rubrique questions. Et dans cette rubrique, vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes ou les plus pertinentes. Et celles qui auront donc récolté le plus de voix, c'est les questions auxquelles on répondra en premier. Donc n'hésitez pas. Je vais pouvoir vous laisser la parole, Claudia, et je vais couper caméra et micro pendant la présentation. Merci beaucoup. Bon, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Merci d'être si nombreux. Le TDA, c'est un sujet qui a commencé à m'intéresser beaucoup parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est concerné. Donc, elle m'a donné permission de donner quelques anecdotes et de parler un peu de ça avec mon expérience avec elle. Donc, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut comprendre que si on est vraiment proche de quelqu'un qui a TDAH, TDA, mais on peut apprendre plein de choses aussi, donc, par exemple dans un webinaire, sur ce problème. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le laboratoire Parinat qui me permet d'être là et vous parler de TDAH. Juste un petit mot sur le laboratoire. Nous sommes un laboratoire français, 100% français, proche des thérapeutes depuis plus de 27 ans. Nous avons une spécificité, ce sont des postbiotiques, et si vous ne savez pas ce que c'est les postbiotiques, c'est très intéressant et ça rentre aussi bien dans le sujet du TDAH. Donc ça, c'est pour plus tard. Donc, aujourd'hui, je vais parler du TDAH, qu'est-ce que c'est, définition officielle et le diagnostic, les facteurs de risque qui peuvent amener un TDA, TDAH et la prise en charge et des solutions naturelles. Bien sûr, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner toutes les solutions et toutes les pistes, mais vous allez avoir déjà une idée de quelques régimes et des compléments alimentaires que vous pouvez utiliser quand vous êtes face à un enfant ou un adolescent avec TDAH ou même un adulte. Donc, la définition officielle, c'est un trouble déficit de l'attention, TDA, et puis TDAH, on rajoute l'hyperactivité. Alors, beaucoup d'enfants, adolescents sont concernés par les deux en alternance. Donc, on va avoir des périodes où c'est juste un problème d'attention, l'enfant est calme, mais part un peu, voilà, dans sa tête. Et puis, après, il y a des phases où il y a une hyperactivité verbale, hyperactivité physique, psychologique aussi. Donc, ça peut être les deux mélangés. Donc, ce sont des vrais troubles avec une origine neurobiologique. Donc, le comportement dû à des troubles neurobiologiques est concerné les anomalies dans le développement du cerveau et son fonctionnement. Donc, le TDAH n'est pas quelque chose qui peut se développer parce qu'on va trop sur son ordinateur ou parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie ou c'est la faute aux parents ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est un réel trouble d'origine neurobiologique. Et puis, sur 65% des enfants et d'adolescents qui sont concernés, on a quand même 65%, pardon, qui sont concernés jusqu'à l'âge adulte. En fait, le problème, c'est que beaucoup d'enfants ne sont pas diagnostiqués, ils sont traités juste comme des enfants difficiles, et puis ils ne trouvent pas les moyens, en fait, d'aller mieux, et puis ils vont porter ce problème jusqu'à dans l'âge adulte, ce qui crée beaucoup de problèmes.
Donc, il y a 3 piliers en fait, où on peut très vite voir si la personne est concernée par TDA, TDAH. Donc, en premier lieu, c'est l'inattention. C'est vraiment une grande difficulté de tenir son attention dans la durée. Et la durée, ça peut être que 5 minutes. Hein. C'est même pas 1 heure, c'est voilà, ça peut être au bout de 5 minutes sur un sujet. L'enfant va regarder ailleurs et va se laisser distraire facilement, très facilement, par des bruits autour de lui, des mouvements, des choses comme ça. C'est typiquement l'enfant à qui vous allez lire une histoire le soir au lit et qui va commencer à demander mais pourquoi il y a une tache au plafond, ou pourquoi mon oreiller il est bleu, et des choses comme ça. Voilà, donc ce manque de concentration et l'attention dans la durée. Et ça amène bien sûr à une mauvaise gestion du temps. Donc ça, c'est un gros, gros problème aussi. Donc pour les enfants qui sont concernés et les ados, si vous voulez partir à l'heure quelque part, vous êtes obligé de leur mentir et leur dire, voilà, on doit être là-bas à 15h30, que finalement, c'est que 16h, mais ça, vous leur dites pas. Parce que sinon, vous n'allez jamais être à l'heure. Ça, c'est quasi sûr. Mais pour ça aussi, il y a des petites astuces. Deuxième dimension, c'est l'impulsivité. Donc, une incapacité à être patient lors d'une conversation, d'attendre, de laisser parler l'autre, ou même dans l'action. Typiquement, attendre quelque chose, faire la queue quelque part pour faire un truc chouette, bah, pour un enfant TDAH, c'est juste impossible, il voit pas l'intérêt. Voilà, et c'est très difficile pour lui. Et puis, ils ont une difficulté à gérer leurs émotions également et garder leur calme. Et ça, c'est spécifiquement sur des injustices. Les enfants TDAH sont souvent hypersensibles aux injustices. Donc, ils vont être là, ça va être les premiers qui vont défendre quelqu'un qui est embêté par les autres enfants. Quand la maîtresse va être injuste à ses yeux, bon, ben, l'enfant va faire un scandale. Donc, ils vont aussi agir sans réfléchir, bien sûr, parce qu'il y a une montée d'émotions face à des injustices. Donc, voilà. Donc, ça rend difficile quand même des repas en famille ou des repas, des anniversaires, des choses comme ça, parce que l'enfant va sans cesse interrompre les autres dans leurs paroles et dans leurs actions. Et l'hyperactivité, bien sûr, verbale. L'hyperactivité cérébrale, ça bouge tout le temps, ça a tout le temps des pensées qui passent. Ils passent d'une chose à l'autre dans leur tête. Et bien sûr aussi physiquement, ils ont besoin de exprimer cette ébullition intérieure. Et donc, ils bougent physiquement et ils font du bruit aussi. Ils aiment bien claquer les doigts. Vous avez souvent les gens, quand vous êtes au restaurant, à la table à côté, la personne qui va agiter sa jambe. Ça ne veut pas dire que cette personne a TDAH, mais c'est une des signes quand même. Donc, attention, fille ou garçon, c'est pas pareil. Parce que la fille a quand même une autre éducation que les garçons. Oui, aujourd'hui encore, on va éduquer garçons et filles un peu différemment. C'est comme ça. Et puis, c'est bien qu'il y ait une différence entre filles et garçons aussi. Et les filles, souvent, elles ont appris à se taire, à être plus calmes, à se concentrer plus sur le fait de ne pas remuer, de ne pas embêter les autres. Mais quand il y a un vrai TDAH, la fille, elle sera concernée aussi par cette hyperactivité. Donc, inattention, impulsivité, hyperactivité. Les conséquences, bon, il y a des troubles émotionnels parce que l'enfant va se sentir rejeté et non compris. Il va se sentir différent parce qu'il est différent. Et je crois que c'est la non-compréhension et le rejet des autres qui fait le plus mal parce qu'un enfant a envie de faire partie d'un groupe. Et pour ces enfants-là, c'est très, très difficile. Après, il y a les troubles alimentaires. Je dirais, ça, c'est vraiment une conséquence parce que l'enfant va compenser cette impression d'être différent des autres et puis va se ruer vers sucre et du gras, donc les aliments confort. Souvent aussi, les parents, quand ils ont un enfant un peu difficile, bah, ils vont, pour le calmer pendant au moins 5 minutes, lui donner une friandise à manger. Donc, voilà, c'est forcément sucré ou salé. Donc, ça va renforcer cette envie d'avoir du réconfort quand ça ne va pas. Et puis aussi, la satisfaction immédiate. Donc, la satisfaction immédiate, c'est très, très important parce qu'ils ne peuvent pas attendre, justement. Bon, ça amène à l'obésité, souvent, parce qu'ils mangent trop gras, trop sucré et toute la journée, grignotage. Donc, ça amène aussi à des troubles digestifs. Les troubles du sommeil, bien sûr, c'est évident.
Et la dépression, la dévalorisation, encore une fois, parce qu'ils se sentent à part. Et les difficultés d'apprentissage qui sont évidentes parce qu'il y a ce manque d'inattention et ce manque de concentration et la capacité aussi de trouver un intérêt sur des sujets qui ne les intéressent pas. Ces enfants-là, quand il y a un sujet qui ne les intéresse pas, qui ne les passionne pas, ils ne vont pas pouvoir se concentrer là-dessus. Enfin, un enfant normal, entre guillemets normal, va se dire, bon, bah, il faut que j'ai une bonne note, je vais me concentrer, je vais faire ça. Mais un enfant TDAH a beaucoup plus de mal. Ça amène aussi à des problèmes dans la famille parce que les parents et les frères et sœurs sont épuisés. Souvent, les frères et sœurs sont un peu négligés parce qu'on se concentre sur l'enfant qui est tout le temps en train de bouger, en train de faire du bruit et attirer l'attention sur lui, malgré lui. Et puis, l'isolation sociale aussi parce que souvent, la famille n'est plus invitée à certaines réunions de famille ou des anniversaires, des choses comme ça. Et plus tard dans la vie, bon, ils sont plus susceptibles à avoir des addictions à l'alcool, au tabac et aux drogues douces et plus dures. Mais bon, c'est pas non plus tout le monde. Donc, les causes, il y a 3 causes majeures. Ils ne savent pas encore, bien sûr, à 100% d'où ça vient, mais il y a des pistes. Donc, il y a le génétique, les causes biochimiques et environnementales. Donc, on va regarder un peu la génétique. Et moi, ça m'a beaucoup étonnée parce que le TDAH se transmet à la même hauteur en pourcentage, 75%, de la couleur des yeux ou la taille. Donc, cette influence génétique est quand même énorme. Et ça déculpabilise beaucoup de parents parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient enfin un enfant TDAH. Donc la génétique, bien sûr avec l'épigénétique on peut faire beaucoup de choses, mais par exemple on ne peut pas changer la couleur de ses yeux en ayant une alimentation saine pour changer l'épigénétique. Et c'est pareil pour le TDAH. Donc là on va pas aller en détail dans les gènes. Ce qui est important de savoir, c'est les gènes qui sont concernés. On parle quand même ici de dopamine et de sérotonine. Donc c'est les transporteurs et les récepteurs de dopamine et sérotonine. Et ça, c'est important pour plus tard dans cette présentation. Alors, les facteurs biochimiques, le TDAH donc, est toujours lié à un faible taux de noradrénaline, dopamine et de sérotonine. Donc, la plupart d'entre vous, vous êtes thérapeute, vous connaissez ça par cœur. Je fais un petit rappel quand même sur ces 3 facteurs. Donc, la dopamine, c'est la motivation, c'est la mémoire, l'initiative, l'information, la créativité. C'est ce que va nous pousser à nous lever du canapé et faire des choses. En fait, on va être dans l'action. Et si la dopamine manque, on a des grandes difficultés à se concentrer parce qu'on a une perte de motivation, c'est surtout ça, un désintérêt en fait, qui amène à des difficultés à se concentrer et aussi une perte de plaisir, de désir de faire, voilà, tout simplement. Donc ça c'est quand même assez important dans le développement d'un enfant qui puisse avoir la motivation et le désir d'apprendre et d'avancer dans la vie. La sérotonine, donc là on est sur les émotions, l'humeur, les pulsions aussi alimentaires, l'anxiété, agressivité, on a une action sur le sommeil, la gestion de la douleur aussi, l'appétit et les troubles sexuels. Donc, un manque de sérotonine, aussi bien qu'une surcharge de sérotonine, ce qui s'appelle le syndrome sérotoninergique, va amener à des symptômes comme l'agressivité, l'irritabilité, la boulimie, compulsivité dans l'alimentation, les troubles de sommeil, ça peut être aussi des migraines, des choses comme ça. Et comme je disais, on peut avoir la même chose avec un syndrome sérotoninergique, quand on a trop de sérotonine. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on donne, pour augmenter le taux de sérotonine, quand on donne en tant que thérapeute la 5-HTP ou la griffonia, parce que là, le corps n'a plus le système de feedback. Donc, quand on dose trop, et c'est difficile à connaître le bon dosage sur ces 2 substances-là, on peut engendrer une surproduction de sérotonine circulant. Donc, on a les mêmes problèmes qu'on avait avant quand il y avait un manque de sérotonine. Vous n'avez pas ce problème-là avec un apport direct en tryptophane, mais je vais en parler après.
Et puis la noradrénaline, donc là, on est sur l'attention, l'apprentissage aussi, et puis ça va faciliter la réponse aux signaux de récompense. C'est-à-dire, quand un enfant manque de noradrénaline, il va moins bien associer une action avec une récompense. Donc, après, en fait, ça va l'empêcher de continuer dans ce sens-là, de refaire cette action pour avoir une récompense, parce que il a en fait, il a plus la capacité de retenir ce lien. Alors, un exemple, par exemple, un enfant qui va faire un peu de sport, il va se sentir mieux après, il va être plus calme, il va mieux dormir. Eh ben, un enfant normal, entre guillemets, va retenir ça, il va pouvoir plus facilement se dire, je fais du sport, je me motive pour faire du sport parce que la dernière fois, j'ai tellement bien dormi, je vais refaire ça. Un enfant TDAH, quand il manque de noradrénaline, ne va pas retenir ce point positif du fait quand il fait du sport. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, donc, ils ont beaucoup plus de mal, pour être simple, de avoir des bonnes habitudes. Voilà, suite à un feedback positif sur une bonne habitude qui a amené à une émotion, à une sensation, ou à une récompense qui les a satisfaites. Voilà, donc la noradrénaline est très importante pour l'apprentissage. Alors, au niveau neurobiologique, on a vu que l'imagerie chez les enfants qui ont TDAH, il y a des anomalies dans le cortex préfrontal. Alors, on n'utilise pas ça pour un diagnostic, hein, on ne va pas faire une imagerie chez un enfant et dire, voilà, il y a une anomalie, il a TDAH, le diagnostic se fait autrement, mais on peut continuer à faire des recherches dans ce sens quand même, donc c'est utilisé dans les recherches. Et puis, le TDAH est plutôt à retard dans la maturation corticale que une déformation ou malformation. Voilà, donc souvent, c'est juste un retard. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça veut dire pas tous les enfants vont avoir un TDAH à vie. Voilà. Et au niveau des facteurs environnementaux, on a beaucoup des complications pendant la grossesse qui sont responsables pour le TDAH. C'est-à-dire la femme enceinte, bien sûr, elle a une grande responsabilité envers son enfant et il faut vraiment, vraiment ne pas exposer une femme enceinte à un stress. Dans d'autres cultures, par exemple en Asie, on dit à une femme enceinte, ne regardez rien de moche pendant la grossesse. Bon, ça peut faire rigoler, mais en gros, ça veut dire ne vous exposez pas à des stress émotionnels. Voilà, donc pas regarder des films d'horreur, des choses comme ça, parce qu'on a quand même des hormones du stress qui vont être déversées et l'enfant va les ressentir aussi. Mais là, on parle quand même du stress beaucoup plus grave que de regarder un film d'horreur. Donc, on a d'abord l'exposition aux toxines pendant la grossesse. Donc ça, tout le monde maintenant, heureusement, le sait. Alcool, tabac, métaux lourds. Du stress chronique ou répété de la mère pendant la grossesse. Donc, des chocs psycho-émotionnels qui sont très, très fortes. Malheureusement, la vie parfois nous présente pendant la grossesse avec ces choses-là. Et voilà. Une carence en iode aussi. Donc, c'est très, très important pour une femme enceinte de se supplémenter en iode. La prématurité, le manque d'oxygène prolongé à la naissance et puis un poids insuffisant aussi à la naissance et un trauma crânien. Donc, un enfant, bébé qui tombe de la table à changer, bon, ben, voilà, là, on a des fortes chances d'avoir des problèmes. D'autres facteurs possibles, ce sont des pistes, hein. Ce ne sont pas des choses qui sont complètement 100% responsables pour TDAH, mais c'est certainement des facteurs aussi qui vont aggraver la situation. Donc, on a les colorants alimentaires synthétiques, tout ce qui est conservateur, les sucres raffinés, bien sûr, un apport insuffisant en acides gras polyinsaturés oméga 3, donc, et la carence en certains minéraux comme le fer, le zinc, le magnésium et l'iode. La prise d'antibiotiques. Alors, la prise d'antibiotiques, en fait, ça va causer un problème de microbiote. On sait que les antibiotiques, ça tue tout, donc
notre microbiote aussi. Et puis, ça donne la place à certains germes pathogènes ou à des champignons à s'installer dans l'intestin. Donc, l'équilibre du microbiote chez l'enfant est très, très important. Il faut éviter les antibiotiques si possible. Bon, c'est pas toujours possible, mais il ne faut pas les donner n'importe comment. Après, on parle aussi des adjuvants, des vaccins obligatoires. Je ne me suis pas penchée sur le problème, c'est un gros sujet. On pourrait faire un webinaire tout seul là-dessus. Mais c'est généralement le mercure et l'hydroxyde d'aluminium. Il y a aussi maintenant le graphène dont on parle. Donc ça, certainement, ça ne va pas aider. Et la prise de paracétamol. Alors ça, c'était nouveau pour moi. La prise de paracétamol pendant la grossesse peut engendrer un TDAH. Et ça, ce sont des études qui ont montré ça. Donc, il faut vraiment éviter le paracétamol pendant la grossesse. Voilà. Et l'exposition aux écrans avant 3 ans. Souvent, on dit que l'écran va rendre un enfant hyperactif. Quand il est plus âgé, après 3 ans, ça va être plus quelque chose qui va donner une diversion à l'enfant qui est hyperactif. Parce qu'il ne va pas pouvoir se concentrer sur un sujet, donc il va vite prendre son téléphone ou son iPad et puis il va jouer des jeux ou il va aller sur TikTok et toutes ces choses-là, Instagram, parce que c'est quelque chose qui est rapide, qui change rapidement. Il arrive à rester là-dessus, il a l'impression de se concentrer, il a l'impression de quand même faire quelque chose, même s'il est en train de procrastiner autre chose qu'il devait faire, qui est beaucoup plus important. Donc, il ne faut pas penser que le téléphone sur les adolescents, par exemple, va causer un TDAH, mais c'est surtout un échappatoire. Voilà, le téléphone est utilisé comme un échappatoire pour procrastiner quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Et les ados, surtout TDAH, quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils vont procrastiner jusqu'à l'extrême. Même s'ils savent que ça va mettre leur note à l'école en péril ou autre chose, bah, ils vont procrastiner jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est très lourd pour les parents parce qu'il faut toujours être derrière et généralement, il faut après être derrière eux pour arranger les choses. Voilà, petite parenthèse. Vous voyez que je parle d'expérience. Les traitements médicamenteux pour le TDAH sont, voilà, donc la substance la plus connue, la plus utilisée, c'est le méthylphénidate, c'est la fameuse Ritaline, bifentine, etc. Et puis disméthylate et l'istexafétamine. Donc ça, c'est plus utilisé aux États-Unis, au Canada. Ça, ce sont des médicaments qui sont donnés, sont des psychotropes. Ils vont avoir une action sur les transporteurs de la dopamine et de la noradrénaline pour augmenter l'attention, des performances cognitives et tout ce qui est apprentissage. Réagissent pas, mais les ados, les enfants qui réagissent, ils réagissent très bien. Et il faut savoir que ça dure 8 heures. C'est-à-dire l'enfant va prendre son médicament le matin, une demi-heure après, il va commencer à marcher. Donc, généralement, ce qu'ils décrivent, c'est que, je parlais surtout avec les adolescents là-dessus, ça va lever un peu le voile qu'on a dans la tête, le brouillard cérébral engendré par cette hyperactivité cérébrale qu'ils ont tout le temps. Et puis, ils vont arriver à se concentrer pendant 8 heures sur des choses comme l'école, les tâches qu'ils ont à faire, les choses qu'ils ont à faire. En fait, c'est pas mal, on va dire, mais il y a quand même des effets secondaires de ces médicaments-là. Sur le long terme, ça peut être des problèmes cardiaques, bien sûr, et sur le court terme, très embêtant, il y a une grande perte d'appétit et de poids, insomnie, anxiété, saut d'humeur, une augmentation de la tension artérielle, ça c'est plus sur le long terme. Et puis, ils peuvent aussi devenir agressifs. Donc, tout ça peut arriver dans les 8 heures. Hein, et ça peut être alterné, ça peut être... Voilà. Après, il y a des gens qui réagissent très bien et qui n'ont pas d'effets secondaires majeurs, mais il y a quand même la perte d'appétit chez tout le monde. Donc, si la personne n'a pas pris son petit déjeuner avant de prendre son médicament, il peut ne pas manger pendant 8 heures et tenir toute une journée comme ça, ce qui est bien sûr très, très nocif pour la santé et qui ne va pas arranger le problème de fond. Voilà, donc médicaments, si on peut éviter. Je voulais faire juste une petite parenthèse sur les médicaments.
Parfois, sur un adolescent qui vient de se faire diagnostiquer TDAH, il faudrait peut-être quand même le laisser prendre le médicament juste pour faire un essai. Parce que c'est important pour cette personne-là de retrouver comment être normal, entre guillemets. Hein. Quand j'ai dit normal, c'est toujours entre guillemets, de toute façon, on se comprend. C'est pour montrer à quelqu'un, par exemple, qui a des douleurs chroniques, quand on lui enlève la douleur, ah, c'est quoi d'être sans douleur? Je avais oublié ce que c'était. Et ça donne de l'espoir. Et c'est pareil pour le TDAH. Quand on leur donne un médicament, ils se sentent mieux. J'ai eu des retours. La personne, elle m'a dit, ben, pendant 8 heures, je fais tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais procrastiné pendant 8 mois. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est à peu près ça quand même. Donc, c'est important aussi parfois de leur donner cette fenêtre, cette ouverture vers regarde comment tu peux aller mieux. Regarde quand tu vas aller mieux, comment ça va aller, comment va être ta vie, comment va être ta tête, tes émotions, ton état psycho-émotionnel. Et je pense que c'est important parce que ça va les motiver aussi après d'entamer une alimentation adaptée, de prendre des compléments alimentaires régulièrement, de faire toutes les choses qu'on peut faire, qu'on va voir après, dans les méthodes naturelles pour les aider. C'est comme une motivation, je dirais. Alors, tout ce qui est non médicamenteux, on a bien sûr les thérapies cognitives qui marchent très bien, comportementales et émotionnelles. Donc, c'est tout ce qui n'est pas psychothérapie en fait, hein, parce qu'une psychothérapie, ça ne sert pas à grand-chose et ils ne verront pas l'intérêt de faire une psychothérapie, en tout cas au début. Le biofeedback, le neurofeedback est utilisé aussi souvent pour ces enfants-là. Il y a des bons résultats. Il y a des thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. L'approche par l'exercice physique, de toute façon, l'exercice physique, c'est très, très important pour canaliser leur énergie et les fatiguer un peu pour qu'il y ait moins d'hyperactivité physique déjà, mais aussi psychologique. La sophrologie, maintenant, ça dépend de l'enfant et ça dépend de l'ado. Hein. Il y en a qui ne peuvent pas s'asseoir et suivre les propos d'un sophrologue, mais il y en a qui arrivent, donc ça c'est très très bien. Tout ce qui est réflexologie, surtout auriculaire, donc réflexologie dans l'oreille, le contact avec la nature, très important, le contact avec des animaux, donc c'est sympa d'avoir un animal de compagnie ou voilà, d'avoir des gens dans son entourage qui ont des animaux de compagnie, mais aussi la nature, marcher en forêt, jouer dehors, voilà. Il y a la méthode Tomatis aussi, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un thérapeute à Paris qui est spécialiste, Sylviolène Audiquet. C'est une approche qui a été inventée par le docteur Tomatis et qui va en fait analyser fonction des oreilles, c'est l'aspect fonctionnel de l'oreille et qui va stimuler ou favoriser une stimulation neurosensorielle. Bon, c'est une méthode qui est facile pour les TDAH parce qu'ils mettent un casque sur la tête et puis ils écoutent des musiques, ils écoutent des voix. La mère, par exemple, est demandée d'enregistrer sa voix, de lire, par exemple, Le Petit Prince. Et puis la voix, elle va transformer et l'enfant va écouter sa mère parler. Et puis, en attendant, il peut, par exemple, il peut s'allonger, il peut dessiner, il peut voilà, jouer avec des Legos. Voilà. Donc, il peut faire des choses à côté. Donc, c'est une méthode qui est très, très adaptée aux enfants TDAH. Et pour la personne de mon entourage, elle a fait, bon, c'est une jeune adulte et ça a très, 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 très bien marché. Voilà. Donc, après, il y a une approche nutritionnelle, bien sûr, qui est la base de tout. C'est une bonne alimentation, c'est quand même la base de notre santé. Donc, il y a 4 approches que je vais développer un peu ici. L'alimentation hypotoxique en naturopathie, que bien sûr je connais très bien, parce que je suis naturopathe. La diète GAPS, donc je ne sais pas si vous connaissez le docteur Natasha Campbell McBride, qui a inventé ou qui s'est penchée plus sur la relation axe-cerveau-intestin, mais ça, il y a déjà 20 ans. Donc, elle était beaucoup en avance. Elle est russe et elle habite en Angleterre et j'avais le plaisir de la rencontrer lors d'un congrès à Londres il y a 10 ans. Et elle a fait beaucoup avancer tous les enfants autistes, TDAH, en passant par la santé intestinale et l'importance. Il y a la diète de Dr. Catherine Kousmin
et puis la diète RTA à faire. Donc, pour développer un peu tout ça, donc l'alimentation hypotoxique en naturopathie, c'est un petit rappel, j'ai pas tout mis ici, mais c'est les grandes lignes en fait. Les aliments à éviter, donc tout ce qui est raffiné bien sûr, et surtout le sucre, les céréales raffinées, tout ce qui est farine blanche. On peut éliminer le gluten dans certains cas, mais c'est pas non plus nécessaire de l'éliminer à 100%, parce que c'est déjà assez difficile d'alimenter en fait un enfant TDAH, parce qu'ils adorent manger, comme je disais au début, ils ont besoin de grignoter, ils ne peuvent pas voir l'intérêt de manger un aliment qu'ils n'aiment pas. Donc, il faut qu'ils aiment. Et qu'est-ce qu'on aime, nous les humains? On aime le sucré, on aime le salé, on aime le gras, voilà, parce que le gras est porteur de goût et c'est comme ça. Voilà, mais bon, les laitages de vache, les autres laitages, c'est OK. Les produits industriels, donc tout ce qui est préfabriqué, et puis les charcuteries. Voilà. Après, à favoriser, bien sûr, tout ce qui est de saison, fruits, légumes, oléagineux, très important, les légumineuses et les super aliments, les baies de goji, du souchet, le matcha, les germes de blé, le poudre d'ortie, algues, pollen, etc., etc. Donc ça, c'est le naturopathe. Après, le GAPS, donc Natasha Campbell-McBride dit il faut éviter, elle dit carrément limiter, enlever, parce qu'elle est très très stricte. Hein, donc voilà, c'est le sucre, plus de sucre du tout. Donc ça inclut tous les sucres, les légumes secs, donc haricots rouges, lentilles, fèves, donc les légumineuses que le naturopathe a plutôt tendance à donner. Donc là, déjà, on est dans un petit problème. Tous les céréales, et donc éliminer complètement gluten et amidon. Vous voyez que ça commence déjà à se compliquer, surtout pour un enfant. Les féculents et le lactose. Donc, on peut prendre moins de 5 grammes de beurre par jour selon elle, mais sinon, on élimine tout le lactose. Les aliments à favoriser, donc ça reste, il reste pas grand-chose. Hein. On va avoir le bouillon de viande, de poisson, de légumes, des jus de légumes frais, des légumes fermentés. Bon, ça, c'est bon pour tout le monde. C'est quelque chose aussi que j'aurais pu mettre dans la naturopathie parce que tout ce qui est fermenté, les légumes fermentés, c'est magnifique pour notre microbiote et pour notre santé en général. Et les graisses et d'huile. Les oméga 3, bien sûr, tout ce qui est riche en oméga 3. Les produits laitiers sans lactose, donc le ghee, le beurre clarifié, le yaourt, fromage à pâture et le fameux beurre. Le miel cru, fruits et légumes sans amidon. Donc vous voyez, ça se complique. Mais ça va aller encore plus loin. Après, on a la méthode Dr. Catherine Kousmine. Alors, il faut dire quand même que le régime de Natasha Campbell-McBride, elle a de super résultats. Mais c'est super difficile à mettre en place. Donc, selon Dr. Catherine Kousmine, qui était une doctoresse qui vivait en Suisse et qui avait très vite compris que la santé repose sur l'équilibre acido-basique et aussi sur la santé digestive. Donc, tout passe par le digestif et par l'équilibre acido-basique pour elle. Et puis, elle aussi, elle parle du sucre blanc. Donc, le sucre revient toujours de toute façon. Tout ce qui est en conserve, donc à l'époque, hein, il n'y avait pas encore tous les plats industriels, mais là, à l'époque, c'était des conserves. Le beurre et d'autres graisses animales, la viande rouge, les abats, charcuterie, le chocolat et les gâteaux industriels. À favoriser les oméga 3. Donc, les oméga 3, vous avez remarqué, reviennent quand même toujours. Les céréales complètes, les fruits et légumes de saison et les oléagineux. À l'époque, elle n'a pas parlé du gluten. Je pense que c'est parce que à l'époque, même le blé était encore non modifié. Le gluten dans le blé était beaucoup moins agressif qu'aujourd'hui. Et puis à l'époque, on pouvait encore consommer sans problème les produits à base de blé. Donc ça, c'est Kousmine. Et puis, une approche qui est très intéressante, mais qui a été totalement dévaluée par l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. C'est assez étonnant qu'ils se sont penchés là-dessus. Donc, Herta Affa était une pharmacienne allemande qui avait remarqué qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles aux phosphates que d'autres. Donc, quand ils en consomment, ils vont avoir des manifestations qui sont très gênantes et surtout nerveuses. Donc, physiquement, ils vont pas toujours savoir qu'ils sont intolérants ou sensibles aux phosphates. Donc, ils vont en consommer tous les jours et au bout d'un moment, ils vont avoir des cernes foncées sous les yeux
une digestion qui est défaillante, c'est-à-dire alternance entre diarrhée, constipation, des douleurs, des crampes, des aliments non digérés, et des angines et bronchites à répétition, tout le arbre respiratoire qui est fragilisé. Après, il y a aussi des migraines du plus jeune âge, et ça c'est quand même aussi un signe, parce que les enfants généralement ils ont très 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 rarement des maux de tête. Donc un enfant qui a des maux de tête souvent, il faudrait peut-être regarder du côté des phosphates. Et puis plus tard, les enfants, quand ils peuvent boire de l'alcool, quand ils boivent le fameux vin d'Alsace qui est très riche en phosphate, ils vont avoir les migraines violentes suite à la consommation de ce vin. Alors, les enfants qui sont, selon elle, intolérants ou sensibles au phosphate, ils vont aussi adorer l'acide, goût acide, et surtout le vinaigre de vin. Voilà, donc, alors, on peut expérimenter. Pour savoir si quelqu'un est sensible au phosphate, on peut tester, et c'est très rapide, c'est en 5 jours qu'on aura trouvé. On va juste simplement enlever certains aliments. Donc, on va avoir une alimentation pauvre en phosphate, pauvre en acide citrique, donc pas de citron, des choses comme ça, et pauvre en acide malique. Alors, pas de vinaigre de cidre, qui est très bon pour la santé, qui est génial, on peut l'utiliser pour plein de choses, mais pas sur les personnes qui sont intolérants ou sensibles au phosphate. Donc, si un enfant à qui on a enlevé les phosphates trouve son calme intérieur sous 4 à 5 jours, le résultat est assez pertinent. Et on peut mettre une diète permanente en place selon elle. Mais là, encore une fois, ça se complique parce que ce n'est pas si facile d'enlever tous les phosphates. Alors, quand vous avez un enfant qui devient toujours hyperactif lors des anniversaires ou lors des fêtes familiales, et c'est la fameuse excitation du goûter d'anniversaire, on peut donner à un enfant TDAH qui a une intolérance au phosphate des minéraux, tout simplement. Là, elle a parlé du dolomite, mais on peut donner un mélange de minéraux et d'oligo-éléments. Et généralement, le problème se règle sous 5 minutes. Et on peut faire boire aussi un peu de vinaigre de vin, dilué dans de l'eau. Donc voilà, une maman prévenante qui est au courant peut amener ça à un anniversaire pour calmer son enfant rapidement quand il a consommé trop de phosphate. Alors, encore une fois, le vinaigre de cidre ne convient pas parce qu'il y a de l'acide malique. Donc là, j'ai mis quelque chose pour vous, pour voir qu'est-ce qui contient beaucoup de phosphate, mais on ne va pas aller dans le détail maintenant de ça. Donc la diète RTAFA, plus en détail, c'est on peut manger tous les fruits, sauf les agrumes, à cause de l'acide citrique. On peut consommer du lait de riz, avoine et poudre de coco, pas de lait d'amande, de cachou, des choses comme ça. Tous les légumes frais, en fait, toutes les céréales raffinées, mais pas complètes, parce qu'ils sont riches en phosphate. Les flocons d'avoine, très conseillés parce qu'ils sont riches en tryptophane. Les pommes de terre, chocolat noir. Le pain au levain, pas de levure chimique pour ces personnes-là. Toutes les viandes et volailles, sauf les charcuteries. Le fameux cottage cheese, qui est riche en tryptophane. Et puis, on va exclure les châtaignes, les légumineuses. Les jus d'agrumes, bien sûr, jus de pomme aussi, riche en acide malique, les boissons gazeuses et les fromages fondus. Voilà, donc, ça vous donne une idée de ce régime. Alors, maintenant, avec tous ces régimes-là, si on les superpose, on ne mange plus rien. Donc, c'est clair, l'enfant ne peut plus rien manger. Donc, là, je vous présente un programme simplifié, sans trop de contraintes, adapté à une vie moderne quand même, et à une maman ou un papa qui vont avoir une vie chargée de travail, d'autres choses que de s'occuper de leurs enfants et de son alimentation, mais qui va rendre leur vie plus facile, mais qui va quand même aider à cet enfant à aller mieux. Donc, on va favoriser les vitamines B6 et la vitamine C. Donc là, je vous ai mis des aliments qui en contiennent. Le germe de blé revient souvent
Donc, allez-y, le germe de blé est formidable. Vous pouvez le mettre dans un compote, dans un yaourt. Ça a bon goût, ça existe en poudre ou en petites paillettes. Si vous l'achetez en poudre, il faut le conserver au frigo parce qu'il s'oxyde très rapidement. Donc, moi, je suis plus favorable aux paillettes. Vitamine C sous toutes ses formes, donc un apport avec des fruits et légumes ou même bien sûr en supplémentation. Les minéraux, c'est le zinc et le fer et le magnésium qui sont le plus importants. Les acides gras oméga 3, donc tout ce qui est poisson gras, les œufs bio labellisés bleu, blanc, cœur, parce que les poules ont été nourries avec des graines de lin qui sont riches en oméga 3 et ça va se répandre dans les œufs. Donc, on peut profiter des oméga 3 dans les œufs en plus de la lécithine. Et puis, bien sûr, la mâche aussi. La salade, la mâche est très riche en oméga 3. Puis, on est aussi, bien sûr, sur les huiles riches en oméga 3, la caméline, colza, etc. Et attention, les acides aminés. Les protéines sont très importantes. Donc, si vous pouvez, mettez un accent sur un petit déjeuner protéiné. Donc, on a besoin de la L-tyrosine, la tryptophane et la L-théanine qu'on trouve dans le thé vert. Voilà, donc, et puis on peut donner des super aliments qui sont généralement super bons, et le goji est très bon, les petites graines de souchet sont très bons à grignoter, comme des amandes, pour un goûter par exemple. Le germe de blé, bon, la matcha c'est moins bon pour un enfant, mais on peut aussi ne pas en donner. Poudre d'ortie, les algues, le pollen, voilà. Tout ce qui est possible dans ces super aliments va profiter à l'enfant. Les aliments à éviter, donc là, je vous ai mis les additifs, bien sûr le sucre et le gluten si possible. On n'a pas besoin de se retarder là-dessus. Voilà. Bon, parlons du système digestif. L'écosystème intestinal est très important et beaucoup de TDAH ont les dysbioses au niveau du microbiote. Donc, toujours regarder du côté aussi de la naissance. Est-ce que c'est une naissance par césarienne ou est-ce que c'est une naissance par voie basse où le microbiote est généralement mieux installé que sur un enfant né par césarienne. On va avoir aussi une altération des muqueuses digestives, une hyperperméabilité intestinale et une inflammation au niveau de l'intestin sur les enfants qui ont un TDAH. Ça peut être dû aussi à leur mauvaise hygiène de vie parce qu'ils ont une alimentation qui est généralement pas très adaptée. Donc, on a vraiment besoin de s'occuper de cet axe cerveau-intestin, donc traiter l'intestin et puis améliorer le psycho-émotionnel indirectement. Vous savez qu'on a trouvé des cellules nerveuses dans l'intestin qui sont présentes aussi dans le cerveau. Donc, les preuves sont faites qu'il y a un lien entre l'intestin et le cerveau. Donc, pour équilibrer le microbiote et pour s'occuper de l'étanchéité de l'intestin, il y a bien sûr l'alimentation, mais on peut donner aussi des compléments alimentaires qui sont adaptés. Et là, ce qui est vraiment adapté, ce sont les postbiotiques. Alors, j'ai mentionné les postbiotiques avant. Si vous ne connaissez pas le terme postbiotique, c'est normal, c'est un terme qui vient de sortir, mais c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps déjà, et Parinat, c'est un laboratoire qui est la référence en postbiotique depuis plus de 27 ans. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est peut-être nouveau pour vous et c'est normal. Donc, la définition d'un postbiotique, c'est une préparation de micro-organismes qui sont inanimés et qui peuvent être apportés avec ou sans leur métabolite. Donc, ça peut être donc une bactérie inanimée, généralement stabilisée par la chaleur, donc pasteurisée ou thermostabilisée. Ça peut être des mêmes bactéries, mais qui sont apportées sous fragments, ou ça peut être aussi les métabolites des bactéries qui sont apportées. Donc, tout ça, ce sont des postbiotiques. Chez Parinat, le postbiotique, c'est la bactérie inanimée, donc c'est le Lactobacillus acidophilus LB. Et puis, elle est apportée avec ses métabolites qu'elle a créés pendant sa fermentation quand elle était encore en vie. Donc, les avantages des postbiotiques en général,
et ça c'est vrai pour tous les postbiotiques, c'est on a une sécurité. Car sur un intestin perméable, on va avoir des probiotiques qui vont chercher à transloquer, donc ils vont transloquer, les jonctions serrées sont ouvertes, donc ils vont se retrouver dans la circulation générale. Donc les probiotiques ne vont pas survivre dans la circulation, mais on se retrouve avec des cadavres des probiotiques dans le système sanguin. Ça ne peut pas arriver avec un postbiotique, car un postbiotique ne va pas chercher à transloquer, même sur un intestin hyperperméable. La stabilité, on n'a pas besoin de stocker des postbiotiques au froid et ils ne sont pas sensibles non plus à l'acidité gastrique, par exemple, et on peut les mélanger à une nourriture ou les mettre dans une boisson. On n'a pas besoin de les stocker au froid ni de faire attention comment on les prend. Après, maintenant, les avantages des actifs LB, donc les postbiotiques Parinate, c'est que la souche que Parinate utilisait, la souche LB, va pouvoir adhérer à la muqueuse intestinale, même si elle est thermostabilisée, parce que les protéines d'adhésion qui sont à sa surface restent intactes. Donc ça, c'est important parce qu'il faut quand même que la bactérie puisse s'installer dans l'intestin. Les bactéries vont rester intactes dans leur forme et dans leur structure. Et ça, c'est un avantage parce qu'elles ne vont pas être reconnues comme étant mortes ou inanimées par les autres bactéries. Donc, elles sont accueillies comme par les autres bactéries du microbiote comme des amis, mais aussi comme des ennemis par certains germes potentiellement pathogènes qui n'aiment pas du tout la présence de cette bactérie. Et puis, ça, c'est l'effet barrière, comme on l'appelle, sur les actifs LB. Et les bactéries sont emportées avec leur métabolite de fermentation, donc la fermentation lactique qui a créé des métabolites. Et ces métabolites sont une très bonne nourriture pour notre microbiote. On sait aujourd'hui que les aliments lactofermentés sont formidables pour la santé digestive. Donc, il y a 3 effets des actifs LB sur l'intestin. En fait, on a l'effet microbiote. On va stimuler le microbiote propre à chacun, donc on va vraiment être dans l'équilibre de chacun. Et puis, on va favoriser aussi le retour du microbiote après une antibiothérapie sans risquer un SIBO. Parce qu'on sait aujourd'hui que donner un probiotique après une antibiothérapie est déconseillé parce qu'on peut se créer un déséquilibre intestinal car le microbiote qui a envie de revenir après une antibiothérapie ne peut pas revenir parce qu'il y a les probiotiques qui se sont mis à la place. Voilà, donc ça c'est aussi une information qui est nouveau pour beaucoup de monde, mais c'est en train de faire son petit bout de chemin. Il y a un effet au niveau des muqueuses très important, donc on va protéger les muqueuses, mais on va aussi créer une restauration cellulaire. Au lieu de juste accélérer le renouvellement cellulaire comme on le ferait avec la L-glutamine. Ici, on va induire une réparation, régénération des entérocytes qui sont en première ligne. Et puis, un effet immunité, parce que nous allons augmenter, en présence des actifs LB, les IgA qui sont présents dans l'intestin. Il y a quand même 15% des immunoglobulines A qui sont produites dans l'intestin. Et puis, indirectement, donc, on va créer une homéostasie entre TH1 et TH2, ces fameux facteurs au niveau de notre immunité cellulaire humorale, quand on parle des bactéries, des virus et des allergènes. Voilà, donc ça c'est un peu rapide, mais si vous voulez savoir un peu plus sur les postbiotiques, bien sûr, vous pouvez vous informer chez Parinate. Donc, les actifs LB pour un enfant ou un adolescent ou un adulte TDAH, ça serait bien de combiner le LAB Symbiodor, qui est un postbiotique donc combiné avec de l'argile verte, de la biotine, un peu de fibres de pomme fruits et puis de la glutamine, mais sous forme de peptides. Il faut faire attention avec la glutamine parce que la glutamine marche très bien pour calmer les symptômes d'un intestin inflammé hyperperméable, mais on est sur une accélération du processus de renouvellement cellulaire. Et ça peut être dangereux sur certains terrains. Donc, nous, on préfère travailler avec la glutamine sous forme de peptides, qui est issue tout simplement d'un hydrolysat de protéines de riz, qui est riche en glutamine, mais qui apporte aussi les autres acides aminés, et ça à hauteur de 50 mg seulement pour 2 gélules. Donc, on est sur un terrain qui est sécurisant pour tout le monde. Et puis, on peut le combiner avec un autre produit qui s'appelle le calme. Donc là, on va apporter du safran et de la mélisse. Donc, on va calmer
un peu cette hyperactivité, mais on va aussi améliorer le taux de sérotonine. Voilà, donc ça, c'est le protocole Q, le Symbiodor combiné avec le calme. Après, on a une autre suggestion, c'est le produit le plus simple au niveau des postbiotiques chez Parinat, c'est le LAB Premium. Ça peut être donné aux nourrissons qui viennent de naître. Donc, c'est un produit où on peut ouvrir les gélules. La poudre, elle peut se diluer dans de l'eau, dans du lait, un biberon, des choses comme ça. Et ça peut être donné aux enfants pour améliorer le microbiote. Donc ça, c'est plutôt pour des enfants qui ont moins de 12 ans. Et le Symbiodor, ça serait plus pour les enfants qui ont plus de 12 ans. Après, il y a le LAB Connect. Donc là, on est sur un mélange de postbiotiques avec du magnésium, de la L-tryptophane, le safran, le zinc, vitamine B9 et les actifs LB, bien sûr. Donc là, j'ai mentionné avant qu'avec Griffonia et 5-HTP, on a souvent un syndrome sérotoninergique. On n'a pas ce souci avec le LAB Connect parce qu'on va apporter la L-tryptophane directement et en même temps, on va éviter que la tryptophane va prendre des voies métabolites qui ne sont pas souhaitables parce qu'on va s'occuper en même temps de la muqueuse intestinale. Donc, on va avoir une action double. L'approche micronutritionnelle, donc un apport en magnésium. Chez nous, le magnésium est un magnésium dans les comprimés à libération de phase. Et il y a aussi le magnésium sous forme de sel de bain qui est très bien absorbé aussi. On peut faire des bains de pieds ou des bains entiers. Donc, le magnésium est absorbé par la peau. Il y a le zinc, donc on a un zinc tout simple, le zinc bisglycinate, la vitamine C sous forme d'acérola et la vitamine D sous forme végétale, sous forme de tout petits comprimés qui sont possibles de croquer. Donc, pour les enfants, c'est facile. Il y a aussi les oméga 3 sous forme d'huile de poisson et on a aussi les oméga 3 sous forme végétale, c'est le Vega Trio si le poisson c'est un problème. La L-tyrosine, donc c'est un précurseur essentiel de la dopamine, de la noradrénaline. On a sous une présentation tout seul, sous forme de L-tyrosine. Le fer, souvent carencé en TDAH, il y a des carences de fer. Donc là, il y a des comprimés qui sont faciles à croquer avec un petit goût de cerise qui est très bon. Donc pour les enfants, on peut le doser parce que chaque comprimé n'est pas trop fortement dosé. Hein. Donc on peut faire un dosage qui est facile pour ne pas avoir un surcharge en fer. Et il y a un produit qui réunit tous les vitamines B sous forme méthylée. Donc c'est le Vega Vital. C'est un produit adapté aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux végétaliens, mais aussi aux personnes qui veulent un complexe de vitamine B. Après, il y a aussi le LAB Catalyse, c'est à base de chair d'huître, du romarin, eau de mer. Alors là, on va améliorer l'énergie cellulaire, production d'ATP, métabolisme cellulaire avec un apport d'oligo-éléments lié à des protéines de la chair d'huître. Et ça, c'est aussi la base pour apporter des minéraux et des oligo-éléments pour les personnes sujettes au TDAH. Après, il y a le Mancium, je regarde l'heure quand même, le Mancium qui contient du Bacopa, donc l'L-théanine, Bacopa et actif LB. La Bacopa va carrément aider les neurones à se ramifier. On va avoir une amélioration de la mémoire et de l'apprentissage, non seulement sur les gens âgés, mais aussi sur les jeunes. Donc, on va augmenter le niveau d'acétylcholine. Donc là aussi, encore une fois, on va améliorer le cognitif. Et ça va appeler le parasympathique parce que souvent l'orthosympathique est trop actif sur les TDAH, toujours en ébullition, toujours en orthosympathique. Et là, on va ramener un peu vers le parasympathique qui va permettre une concentration, une amélioration. Et c'est ce fameux brouillard cérébral qui va se lever aussi sur ces enfants-là. Et on va augmenter la sérotonine et le GABA, améliorer l'humeur et la concentration encore une fois. Donc le Mancium est très important pour ces enfants-là. Ce sont des comprimés et qu'on peut écraser. On a chez Parinat
un boîtier qui permet facilement d'écraser les comprimés ou de les casser en deux pour la prise pour les enfants. La éthianine, issue du thé vert, donc très important, un précurseur de la dopamine et sérotonine, et on va engendrer encore une fois une relaxation de cette ébullition cérébrale. Donc, il y a des très bons résultats avec ça. Et puis, on va aussi avoir des postbiotiques, on va s'occuper de l'intestin. Donc, 3 ingrédients dans le Mancium qui peut être combiné avec le French OPC. Donc, le French OPC, c'est l'écorce de pain maritime des Landes. Et ça, avec le Mancium, c'est le produit le plus important, je dirais, pour les enfants TDAH. On va vraiment agir au niveau des neurotransmetteurs. On va toucher tous les neurotransmetteurs, on va faire comme un équilibre. Alors, les essais cliniques qui ont été faits, il y a une étude qui a été faite avec la substance qui s'appelle pycnogenol. C'est rien d'autre qu'un extrait breveté de pain maritime, d'écorce de pain maritime. Donc, nous, chez Parinat, on a opté pour un extrait de pain maritime, un extrait d'écorce de pain maritime des Landes, donc français, 100% français, avec des OPC à hauteur de 40 mg. Donc, c'est une très belle qualité pour notre produit. Donc, l'étude qui a été faite en Belgique, c'était une étude randomisée, double aveugle et placebo sur 88 enfants entre 6 et 12 ans. Et donc, ils ont donné le médicament, le fameux méthylphénidate dont j'ai parlé avant. Ils ont donné à un groupe le pycnogenol, donc l'extrait, et puis au troisième groupe le placebo. Et en fait, au bout de 10 semaines, il y a eu des super résultats par rapport au placebo sur les 2 substances, donc le médicament et l'OPC d'écorce de pain maritime, sur l'hyperactivité et l'impulsivité. C'était vraiment très frappant et les résultats étaient égaux. Donc, c'est très intéressant. Par contre, sur l'inattention, les résultats étaient un peu moindres. Pour ça, c'est important de combiner, par exemple, l'écorce de pain maritime avec la éthianine et le bacopa dans le Mancium, par exemple, parce qu'on va améliorer cet onglet inattention. Voilà, donc non seulement l'hyperactivité, impulsivité, mais aussi l'inattention quand on rajoute le Mancium au French OPC, par exemple. Donc, c'est très intéressant. Il y a un groupe qui s'appelle Sans Ritaline, qui sont des parents qui se sont réunis pour trouver des alternatives aux médicaments pour les TDAH. Et je sais qu'au Canada, par exemple, à l'université, à Montréal, quand il y a des psychiatres qui vont diagnostiquer TDAH sur certains étudiants, ils vont préconiser l'extrait de pain maritime, d'écorce de pain maritime. Donc, c'est quelque chose qui est déjà très connu et qui est utilisé beaucoup pour ne pas avoir recours aux médicaments. Voilà, donc... et puis, bon, moi, je peux mentionner le taurocoque, mais ça, c'est plutôt pour les adultes qui cherchent quelque chose à les aider pour améliorer leur capacité physique et mentale. Voilà, mais c'est pas adapté vraiment aux enfants. Voilà. Tout pour finir, parce que je vais dépasser un peu, mais je me dépêche. Et il y a des objets aussi qui peuvent aider les enfants. Donc, il y a un minuteur visuel. L'enfant peut visualiser l'avancement dans le temps, parce qu'il n'a pas ça dans la tête, mais quand il y a une petite horloge devant lui, il voit le temps qui avance. Donc, il peut mesurer quand est-ce qu'il faut qu'il commence à s'habiller pour partir quelque part, etc. Après, il y a un petit réveil qui peut être rigolo, mais certainement très agaçant au bout d'un moment. C'est un réveil, en fait, quand il commence à marcher, il va sauter de la table de nuit et puis il va se promener dans la chambre pour forcer l'enfant ou l'ado à se lever pour se réveiller. Bon, c'est rigolo au début, mais après, ça ne marche plus. La bague hérissante, donc ça, c'est vraiment pour pallier à l'inattention, au pouvoir de se concentrer. C'est une bague qu'on met sur le doigt et puis qu'on peut bouger.
Et ça va aider l'enfant à garder son attention ou à l'écoute quand le professeur est en train de parler, par exemple. Il y a aussi des couvertures lestées pour calmer l'anxiété et l'agitation. En Allemagne, il y a certaines écoles qui donnent des gilets aux enfants qui sont hyperactifs, des gilets qui sont lestés. Ça les aide à se calmer. Ils ont besoin de ça. Donc, ça, c'est aussi une bonne idée, peut-être, de créer quelque chose qui va lester l'enfant, qui va lui donner un confort à ce niveau-là. Et un coussin siège pour réduire l'envie de bouger. Apparemment, ça marche très bien. Et des petits piquets qui aident à l'enfant de rester un peu plus calme sur sa chaise à l'école. Voilà, j'ai fini. J'ai un peu dépassé, mais voilà, question, allez-y. Pas de souci. Merci pour la présentation. Tout était très clair. Je vous laisse regarder un petit peu les questions. Je prends juste une seconde pour présenter la plateforme Compliment Pro pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas encore l'outil. Donc, pour rappel, le webinaire était présenté par Compliment Pro en association avec Parinat. Et Compliment Pro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme en fait sur laquelle vous allez pouvoir recommander des compléments alimentaires de vos laboratoires favoris en un seul et même endroit. Donc, plus simple pour vous et après plus simple bien sûr pour vos clients parce qu'ils ne reçoivent qu'un lien unique, même si ça provient de différents laboratoires, et ils reçoivent tout ça chez eux. Pour illustrer un petit peu la chose, je vais juste vous partager mon écran et vous montrer comment faire une recommandation via Compliment Pro. Hop. Donc ici, vous arrivez sur votre interface et pour faire une recommandation, c'est tout simple. La première étape, ça va être simplement de sélectionner votre client ou de créer un nouveau client si vous ne l'avez pas fait en amont et d'ajouter les produits un à un. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de laboratoires, plus de 300 références. Donc si on veut par exemple chercher les produits qui ont été présentés aujourd'hui de chez Parinat, vous allez pouvoir aller sur Parinat, filtrer. Et par exemple, si on veut présenter le protocole Q qui a été présenté avec le produit Calme, et c'était le produit, si je ne dis pas de bêtises, 5 kilos. C'était celui-ci. Vous allez pouvoir les ajouter. Vous avez accès à chaque fois à des fiches techniques qui sont détaillées pour vous aider à bien faire vos recommandations avec des dosages bien sûr précis et évolutifs. Si vous augmentez le nombre de gélules, les dosages augmentent également. Les posologies, conseils d'utilisation et des informations supplémentaires que vous pouvez télécharger. Typiquement, j'ai vu des questions passer sur les postbiotiques. Ici, vous avez un article qui vous explique un petit peu ce que c'est que ces postbiotiques, quel est l'intérêt. Donc, vous avez toutes ces infos sur les fiches produits. Une fois que vous avez ajouté tous les produits, vous allez pouvoir modifier les conseils d'utilisation si vous le souhaitez, ou vous pouvez garder celles qui sont ici, c'est celles qui nous sont transmises par les laboratoires. Après, vous cliquez sur Envoyer. Et le client, il reçoit un mail avec une recommandation, il clique sur ce lien, il passe commande et puis il reçoit tout ça directement chez lui. Donc, c'est quand même très, très simple. Je repars sur la présentation. Hop, ici. Voilà. Donc, voilà, vous allez avoir accès à un large choix de compléments alimentaires. Vous pouvez recommander de manière très simple et personnalisée. Et vous allez après, par la suite, pouvoir suivre un petit peu l'adhésion de vos recommandations, vous assurer du bon suivi de vos recommandations par vos clients. Donc, c'est tout ça les avantages de la plateforme. Bien sûr, comme je le disais, il y a une vingtaine de laboratoires, dont Parinat, qui sont présents sur Compliment Pro. La plateforme, elle est entièrement gratuite. Donc, Maxime vous partage le lien pour vous inscrire si vous le souhaitez dans le chat. Donc, c'est entièrement gratuit. On prendra contact avec vous pour vous présenter un petit peu les différentes fonctionnalités. Et également, via Compliment Pro, vous avez accès à toute une académie de formation, donc des webinaires qu'on propose en association avec notamment des laboratoires et des intervenants externes. Et pour les prochaines dates, donc le 21 juin, avec le laboratoire Lauricard, on va parler du bien vieillir, des approches holistiques pour préserver une qualité de vie optimale. Et ensuite, sur la fin du mois de juin, donc le 27 juin, on a un webinaire avec CopMed sur l'homéostasie intestinale. Et ensuite, le 29 juin, avec Metagenics sur les solutions thérapeutiques pour les personnes qui souffrent du syndrome métabolique. Donc, beaucoup de formations. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de questions par rapport à ça aussi. Tous les webinaires, toutes les formations sont disponibles après en replay depuis la plateforme Compliment Pro et vous avez également accès, bien sûr, aux différents supports de présentation. On va pouvoir passer aux questions. Je vais passer par les questions, donc, comme je disais, où il y a eu le plus de votes dans un premier temps.
Au niveau des études que vous aviez citées, Claudia, peut-être que vous pourrez partager certaines des références. Il y avait des questions par rapport à ça. C'est-à-dire l'étude sur le pycnogénol et TDAH. Je pense que c'est une question qui est venue plutôt au départ. Elle est arrivée à 12h50, donc ça devait être au départ de la présentation, peut-être sur les causes du TDAH, sans doute. Des Oui. études là-dessus. Peut-être elles sont sur les slides aussi en petit en dessous, c'est possible. Oui, alors après, elle peut toujours me contacter. Hein. Ouais. Voilà. Je peux vous donner mon mail. Oui, voilà. Sinon, voilà, essayez de préciser la question pour qu'on puisse partager les bonnes études après. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai entendu qu'il y avait aussi le côté de l'hyperfocus, donc l'opposé de l'inattention. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ça? L'hyperfocus. Mhm. Oui, bien sûr, mais ça, oui, c'est vrai que ça peut exister aussi, c'est-à-dire l'incapacité d'arrêter quelque chose, l'incapacité d'arrêter pour, par exemple, venir à table ou des choses comme ça. Donc, ça peut être ça aussi. Euh, Mhm. c'est plutôt le spectre des autistes. Hein, ça, il y a une grande différence quand même entre autisme et TDAH. Et D'accord, très bien. un mot, je vois beaucoup de commentaires sur les régimes, mais vous avez bien vu qu'à la fin, bon, je vous ai présenté des régimes super restrictifs, bien sûr, mais c'était après pour vous montrer que, voilà, ça sert à rien. Il faut avoir, voilà, on est dans la vraie vie et puis il faut avoir un régime comme adapté à la situation, à la vraie vie. Voilà. Et puis, Oui, désolée, j'ai utilisé le terme normal, mais je vous ai dit, bon, entre guillemets, à chaque fois, bien sûr, moi, je suis la première concernée. Je sais très bien que, voilà, le terme normal n'est peut-être pas adapté, mais c'était pas pour dire que les enfants ne sont pas normaux. Hein. Mais, non, vous avez bien clarifié et pour les régimes et pour le mot normal, ne vous en faites pas. Que privilégier en première intention au niveau micronutritionnel? Car ces enfants ont sans doute du mal à prendre volontiers beaucoup de gélules, beaucoup de comprimés. ouais, c'est vrai. Le plus important, c'est quand même, c'est le magnésium. Le magnésium qui est quand même toujours en carence et qui est utilisé. Voilà, ils ont besoin de beaucoup de magnésium. Beaucoup de fer, carence en fer. Mais là, il faudrait voir. Hein, il faudrait faire le tour de fer pour savoir s'il y a vraiment une carence pour ne pas en donner inutilement. Voilà, donc ça, et les oméga 3. Les oméga 3 indispensables. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse pour ça. Quel impact a la consommation du cannabis sur l'adolescent qui serait déjà sujet au TDAH? Y a-t-il un risque de pérenniser un TDAH en rendant définitif le retard qui a été évoqué avec la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline? Ouais, ben non, oui, c'est pas bon. Hein. c'est ça va les aider sur le moment, mais on sait très bien que alors si c'est la consommation de cannabis par la fumée, c'est ça la question? Je pense que c'est récréationnel, oui. Ouais, non, ça abîme les cellules nerveuses, donc il y aura des répercussions plus tard, même si sur le moment ça va les aider. C'est comme quand j'ai parlé du médicament, oui, il y en a qui sont complètement contre, mais il y a des enfants où le médicament les aide quand même à avancer dans leurs études. Mhm. Mm. Mais justement, en parlant de Ritaline, comment accompagner les enfants qui prennent de la Ritaline afin de ne pas être en échec scolaire, par exemple, en plus des compléments alimentaires cités? Est-ce qu'on devrait faciliter, par exemple, une détoxication au niveau du foie? Oui, alors le foie, on peut le soutenir. Moi, j'aime pas beaucoup le mot détox. Je dis toujours, on va aider le foie, on va régénérer la cellule hépatique parce que le foie, c'est un organe qui fait du détox déjà. Donc on peut soutenir, pardon, la cellule hépatique, par exemple avec la silimarine, le chardon-marie que j'aime beaucoup. Chez Parinat, il y a un produit qui s'appelle Silinac. Donc, c'est la silimarine combinée avec du N-acétylcysteine, le NAC. Et ça, c'est formidable pour les enfants, les adolescents. Moi, je ne donnerais pas un enfant, des adolescents. Ouais. Ok. Ça, vous en avez parlé un petit peu, mais ça peut être bien de préciser. Alors, est-ce que la cunirénine dépend de l'état de la muqueuse? Chez une personne qui souffre d'inflammation, y compris hors inflammation intestinale, on a un détournement du tryptophane vers la cunirénine par IDEO. Comment ça se passe pour ces patients-là?
Oui, alors oui, c'est sur l'intestin. Alors, si c'est ça la question, si j'ai bien compris, quand on donne du tryptophane sur un intestin hyperperméable, on a ce souci-là. C'est pour ça que souvent, les tryptophanes n'étaient plus donnés, mais on donnait plutôt 5-HTP et Griffonia. Mais là, on n'a pas le feedback. Mais pas tout le monde a un intestin hyperperméable. Et en combinaison avec les actifs LB, on n'a pas ce souci-là. Donc, en combinaison les deux, on n'a pas ce problème-là. Très bien. Alors, pouvez-vous réexpliquer la raison pour laquelle la glutamine seule est plus risquée que sous forme de peptides? Oui, alors la glutamine seule, hautement dosée, hein, la L-glutamine isolée et fortement dosée, c'est-à-dire 3 à 6 grammes. Il y a des compléments alimentaires qui en contiennent. Parce que la glutamine, pourquoi ça va soulager quelqu'un qui a des problèmes digestifs? C'est parce que le processus de renouvellement cellulaire au niveau des entérocytes, en première ligne, va être accéléré. Et donc, il y a des cellules toutes fraîches, toutes neuves qui vont arriver et les cellules qui étaient abîmées, donc cette perméabilité, inflammation de l'intestin, vont être repoussées. Mais ça, l'accélération du processus de renouvellement cellulaire, ce sont aussi des tumeurs, par exemple. Donc, on sait aujourd'hui que sur des personnes qui ont des antécédents des cancers digestifs ou qui ont des polypes, et on ne sait pas toujours si on en a, on va éviter de donner de la L-glutamine fortement dosée et isolée. Donc, c'est pour ça que nous utilisons un hydrolysat de protéines de riz qui est riche en glutamine, mais qui va être aussi riche en d'autres acides aminés. Tout est combiné et c'est presque sous forme alimentaire qu'on va ici apporter de la glutamine. Donc, ça, le processus ne sera pas accéléré, il sera juste soutenu. Ok, d'accord, très clair. Comment sont sourcés les poissons et les fruits de mer dans vos compléments alimentaires? Donc sur les oméga 3, j'imagine. Alors, c'est des petits poissons déjà, et puis tous nos produits, bien sûr, sont testés pour métaux lourds, sont capsulés pour éviter l'oxydation des oméga 3, qui sont quand même très sensibles à la lumière et à la chaleur. Voilà, donc nous avons le label Quality Silver et Friends of the Sea, c'est-à-dire donc testé pour métaux lourds et aussi une pêche responsable. Ok, très bien. Est-ce qu'il est possible de prendre des compléments en parallèle d'un traitement médical, j'imagine en rapport avec le TDAH? Est-ce qu'il y a certaines contre-indications? Une distanciation de prise, peut-être, ce genre de choses? Pas vraiment, non. Pas de contre-indication. Après, on ne donne pas du safran ou du tryptophane à quelqu'un qui prend déjà un antidépresseur qui travaille au niveau de la récapture de la sérotonine. Donc ça, c'est pas principe de précaution. On le fait pas, ou si on le fait, il faut vraiment faire très attention. Mais sinon, non. Ok, très bien. Donc, on a parlé des enfants et des adolescents. Est-ce que les conseils sont aussi applicables chez les adultes? Oui, bien sûr. Oui, oui. Petite question concernant les postbiotiques. Comment s'accrochent ces bactéries inanimées? Oui, alors les bactéries, ils ont des protéines à leur surface, à leur membrane extérieure, qui sont des protéines d'adhésion, justement. Et quand on thermostabilise les bactéries, on ne va pas les chauffer au-dessus de 40 degrés. Donc la bactérie n'est plus vivante, mais elle reste intacte dans sa forme et dans sa structure, et les protéines d'adhésion restent intactes aussi. Donc, comme ça, elle va adhérer à la muqueuse. Très bien. Donc ça, on avait déjà répondu. Est-ce que, on n'a pas eu, est-ce que le CBD, lui, pourrait être bénéfique? Est-ce que vous avez une connaissance de certaines études sur TDAH et CBD? Oui, CBD va en fait aider à temporer un peu l'hyperactivité cérébrale et aussi physique. Voilà, donc après, j'en ai pas parlé, c'est vrai, du CBD, j'aurais pu, je sais pas, Renat, il y en a aussi, mais moi, personnellement, je n'ai pas d'expérience ni assez de recul ou de retour sur TDAH et le CBD, donc j'en ai pas parlé. Ok. Il y a beaucoup de questions concernant les références. Les références vous seront bien transmises sur le support de présentation, donc concernant chaque étude qui ont été évoquées.
Donc, cela fait seulement une vingtaine d'années que le TDAH est évoqué. Y a-t-il des facteurs qui ont influencé cette survenue ou c'est simplement maintenant qu'on l'étudie en fait? Ou est-ce que c'est dû par exemple à des changements je sais pas, Ouais. dans l'environnement? Ouais, je dirais les deux. Je pense que le microbiote, de toute façon, de plus en plus de personnes ont un microbiote déséquilibré, ont une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, le stress, les femmes enceintes qui sont stressées. Maintenant, bah, on fait plus très attention aux femmes enceintes en vrai. Hein. Moi, dans le métro à Paris, femme enceinte, elle peut rester debout. Il n'y a personne qui va lui proposer un siège, des choses comme ça. Et je pense que c'est ça, mais c'est aussi qu'on a compris que bah, il y a un spectre de problèmes psycho-émotionnels et de comportements chez les enfants aujourd'hui et que chaque enfant doit être regardé avec ses difficultés et, on a commencé à mieux les diagnostiquer en fait, à mieux regarder et à accepter le fait que c'est pas juste un enfant qui a été mal élevé, mais qu'il y a des réels problèmes. Et Ouais, puis on regarde ça de plus près aujourd'hui, heureusement. très bien. Oui. Donc là, on a parlé d'enfants et d'adolescents. Est-ce que le diagnostic peut se poser beaucoup plus tard, entre 40 et 65 ans également? Oui, ah ben Ouais. oui, pourquoi pas. Euh, oui, même chez les enfants, hein, voilà, donc parfois il y a des enfants qui sont juste un peu différents des autres. L'école se passe plus ou moins bien, ils sont un peu hyperactifs, sont un peu, voilà, diarrhée verbale lors des dîners de famille, des choses comme ça. Et puis on se dit, bon, finalement, ça se passe bien quand même. Et puis là, par contre, quand cet enfant-là va prendre son indépendance à 18 ans après le bac, il va faire des études, souvent là, il va avoir des problèmes parce qu'il n'est plus dans le cadre familial. Les études, c'est autre chose que d'aller aller au lycée. Et puis, c'est là où souvent il y a des problèmes et il ne faut pas hésiter de se faire diagnostiquer à ce moment-là. Ok, d'accord, très bien. Peut-être une dernière question. Donc, vous avez parlé du fait que certains enfants ne vont pas garder le TDAH en rentrant dans l'âge adulte. Quels seraient certains critères qui font que l'enfant ne le garde pas? Oui, alors déjà que l'enfant est reconnu d'avoir ce souci-là. C'est déjà pour lui aussi, c'est important de savoir, OK, j'ai un problème, j'ai un truc, je suis différent, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas la faute de mes parents. Déjà, bon, bah, ça c'est beaucoup. Et ensuite, quand on met en place les petites astuces au quotidien, par exemple les objets que je montrais à la fin, ce sont des petites astuces. Et quand on l'accompagne pour mieux vivre avec ce problème. Euh, mais ça, après, on ne sait pas très bien pourquoi Mhm. il y en a certains qui le gardent et d'autres non. Même Ouais. s'ils ont tout en place, il y en a qui gardent à vie et puis généralement, ils tombent dans les addictions. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions principales. Il y avait encore beaucoup de personnes qui discutaient dans le chat. On n'a jamais eu le temps de répondre à toutes les questions. On vous envoie de toute façon le support de la présentation avec les références. Et puis, merci beaucoup vraiment, Claudia, pour la présentation. C'était très clair. Sujet assez large, mais très, très clair en tout cas. Ouais, c'est un sujet encore. Je crois que dans 2 ans, on fera encore un autre webinaire et on aura encore d'autres informations. Sans doute, sans doute. Et pour rappel, les compléments Parinat sont présents sur Compliment Pro également. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et puis à très bientôt du coup pour un prochain webinaire. Et puis bel après-midi à tous. Au revoir et Au merci revoir. encore. Au revoir.